Ouverture de la 16e assemblée du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et du Madagascar sous les thèmes « L'Église, famille de Dieu en Afrique, au service de la réconciliation, de la justice et la paix ». Concertation nationale, l'ONG Journalistes en danger esquisse déjà ce que sera le désiderata du 4e pouvoir, la presse en RDC. Antena, le journal, John Ngomboa. Bonsoir madame, monsieur et surtout merci de nous rester fidèles. Église, famille de Dieu en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, c'est le thème de la 16e assemblée plénière du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et du Madagascar qui s'est ouverte ce mardi au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa Gombe. C'est un reportage de Patricia Molengo Mbolekuni, Patricia Amoli et Blaise Lunda. Venus de plusieurs pays africains, les évêques, cardinaux et religieux réunis au sein du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et du Madagascar vont pendant 6 jours réfléchir autour d'un thème capital et vital pour un avenir harmonieux de l'Afrique, a précisé dans son mot d'ouverture le président de la SENCO, Monseigneur Nicolas Diomo. En venant de la part du Seigneur, vous êtes aussi messagers de la paix et du salut de Dieu. Messager de la bonne nouvelle du Christ, prêtre de l'Alliance nouvelle, qui a offert le sacrifice parfait sur l'autel de la croix pour la rédemption de l'humanité. Représentant du chef de l'État à ses assises, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a salué l'initiative de ces hommes de Dieu, messagers de la paix, ainsi que des réconciliations et amour entre le peuple, car le thème choisi, a précisé le ministre, touche particulièrement les préoccupations du pays. Parler de l'Église famille de Dieu en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, c'est toucher de manière directe et profonde les préoccupations qui sont les nôtres en cette veille de la tenue d'importantes concertations nationales récemment convoquées par le chef de l'État en vue de réfléchir, d'échanger et de débattre en toute liberté et sans contrainte de tous les voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale, de renforcer et étendre l'autorité de l'État sur tout le territoire national en vue de mettre fin au cycle de violence à l'est du pays. Cette grande rencontre des hommes des dieux de l'Église universelle catholique d'Afrique, qui est à sa 16e assemblée plénière, va se clôturer le dimanche 14 juillet au cours d'une célébration eucharistique au stade de Martyrs. Pendant ce temps, un autre forum se tient à Kinshasa. C'est bien le conclave de l'opposition politique en prélude des concertations politiques annoncées par le président de la République. Quand vont-elles se tenir, ces concertations? Eh bien, la question est sur toutes les lèvres et Nora Olondo vous fait le point dans ses commentaires. Apparemment, on est encore aux éternels préalables, là où on devrait pourtant passer à la vitesse supérieure pour essayer de rattraper le temps perdu. Si hier on était à suppléter autour de la convocation des concertations nationales, aujourd'hui le chemin est bel et bien tracé pour ce grand forum national annoncé depuis décembre 2012 et réclamé à corps et à cri par plusieurs ténors de l'opposition. Mais au fur et à mesure que l'on s'approche de ce forum, le désaccord s'installe entre la majorité et l'opposition. Cette fois-ci, ce n'est plus autour de l'opportunité de la tenue de ces assises, mais plutôt la forme divise. Dans les rangs de l'opposition, bon nombre de leaders tentant de saisir la balle au bon pour poser des préalables avant même la convocation de ces concertations, certains estiment qu'il faut d'abord la mise sur pied d'une commission paritaire chargée de préparer ce forum national tant sur le fond que sur la forme. Du coup, plutôt que d'aller vite à l'essentiel pour planter le décor de la cohésion nationale, la classe politique congolaise renoue avec ses vieux démons. S'il n'y a pas de sursaut, on est vite réparti pour un éternel recommencement. Quatrième pouvoir pour beaucoup, la presse devrait-elle aussi prendre part à ces concertations? La réponse est oui pour journalistes en danger. Interrogé à ces sujets, le secrétaire général de GED, Chivis Tivadi, estime qu'il est grand temps que la presse puisse convoquer ces états généraux pour permettre une participation
efficiente à ces concertations, propos recueillis par Anne-Marie Ossite et Pepito Matondo. La presse, les médias ont effectivement vocation à être dans une démocratie, dans un pays normal, à être le contre-pouvoir ou le quatrième pouvoir qu'ils doivent être. Mais je crains très fort qu'aujourd'hui, la presse et les médias ne jouent pas effectivement ce rôle de pouvoir et de contre-pouvoir qu'on devait attendre d'eux pour plusieurs raisons. Et c'est pour cela que nous sommes dans cet atelier justement pour essayer d'analyser les raisons qui font qu'aujourd'hui notre presse est en train de disparaître, que la profession de journaliste est en train de disparaître au profit d'un type de métier qui n'a rien à voir avec la profession, parce que le rôle des médias, c'est de justement donner des informations dont les gens ont besoin. Et aujourd'hui, il se développe dans notre pays pour plusieurs raisons un type de journalisme qui verse beaucoup plus dans la propagande, dans la communication, dans le marketing des hommes politiques. Et c'est là, nous disons, ça n'aide pas le pays qui veut s'installer dans la démocratie, qui veut installer des méthodes de bonne gouvernance. Et cet atelier ici, nous le plaçons sous les signes des médias qui doivent aider à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance et la transparence dans notre pays. Or, ce sont des choses qui manquent bien dans notre pays. Le manque de démocratie, le manque de bonne gouvernance, le manque de transparence sont à la base de plusieurs crises que nous connaissons dans notre pays. Et nous espérons qu'à l'occasion de ces concertations politiques, parce que ces concertations politiques qui sont convoquées, parce qu'il y a une crise dans le pays. Il y a des crises de pouvoir, il y a une crise de légitimité, et donc on pense qu'à l'occasion de ces concertations, on doit tout mettre sur la table. Et dans les textes qui convoquent les concertations, j'ai vu qu'on a prévu qu'il y aura des états généraux. Et nous espérons que c'est des états généraux de plusieurs secteurs, de tous les secteurs. Donc nous aurons des états généraux des professeurs d'université, de l'enseignement, des états généraux de la santé, et nous espérons avoir aussi nos états généraux de la presse, au cours desquels nous allons effectivement faire le diagnostic des problèmes qui ne marchent pas dans notre profession, pour voir quels sont les types de solutions que nous pouvons proposer, quelle est la feuille de route que nous pouvons proposer pour essayer d'assainir notre profession, pour essayer d'améliorer le fonctionnement des médias, pour qu'effectivement ces médias puissent être considérés comme un pouvoir et un contre-pouvoir qui doivent être dans une démocratie pour accompagner les autres pouvoirs, aider les institutions de la République à pouvoir prendre des décisions, gouverner de manière transparente, dans la bonne gouvernance et essayer d'amener le développement dans notre pays. À propos des concertations à venir, Vital Kamerhe, l'un des leaders en vue dans l'opposition, vient de s'adresser à la presse il y a quelques instants. Question de mettre au clair, de tirer au clair une rumeur, selon lui, qui affirme que les conclaves de l'opposition seraient financés par le pouvoir politique. Il n'en est rien, a affirmé Vital Kamerhe. Et à l'occasion, il a aussi annoncé que la clôture de ces conclaves n'interviendra plus demain, mais plutôt les jeudis, parce que la journée du mercredi devrait être consacrée au débat après les travaux en commission. Pour recueillir pour vous par Africa Mojinga et Sylvain Kapombo Bosengele. Nous voulons informer à l'opinion nationale et internationale que les partis politiques de l'opposition réunis en conclave depuis le samedi, date d'ouverture, nous voulons informer donc le public que les commissions viennent de clôturer leurs travaux. Et aujourd'hui, les commissions vont adopter les différents travaux en commission. Une équipe a été mise en place pour élaborer les rapports finaux qui sera adopté demain matin et qui fera l'objet du débat général par la plénière de tous les partis politiques représentés ici, à l'IMET, où nous nous réunissons. Et nous voulons donc dire que demain, nous allons adopter ce rapport final et la cérémonie protocolaire de clôture, c'est pour les jeudi. Ceci pour des raisons tout simplement de protocole. Nous voulons donner toute la solennité à notre cérémonie de clôture comme nous l'avions fait à l'ouverture. Et donc les invitations écrites seront lancées à certaines personnalités du monde politique et diplomatique, des organismes nationaux et internationaux. Mais pour nos militantes et militants, ils peuvent venir le jeudi, donc il n'y aura pas de limitation de nombre de places. Ceux qui n'auront pas de place à l'intérieur vont se mettre dans la cour parce que ça sera une très grande déclaration de l'opposition
qui est déterminé à donner sa contribution constructive pour que le pays revienne sur les rails. Et nous resterons, vous devez le savoir, dans les fondamentaux que nous avons définis dans notre déclaration du 1er juillet qui a été faite au CEPAS. Voulez-vous savoir ce que pense Obama de la région des Grands Lacs, la RDC comprise? Eh bien, suivez ce reportage de Eric Izami sur les courts passages de Barack Obama à Dar es Salaam en Tanzanie. Le président américain Barack Obama a été en périple africain il y a peu. La santé de Mandela chancelle, il est passé par l'Afrique du Sud. Ensuite, même s'il n'a pas été au chevet de Mandela, mais il a formulé de bons souhaits en sa faveur. Puis est venue l'étape de Dar es Salaam. Ici, Barack Obama a abordé la question de Grand Lac, région restée en proie à la guerre durant 2 décennies. They need a fair chance to live their lives, raise their families, and they haven't had that opportunity because of constant conflict and war for way too many years. Le peuple congolais a besoin d'une chance. Ils ont besoin d'une très bonne chance pour vivre leur vie normalement, nourrir et entretenir leur famille. Et ils n'ont jamais eu cette opportunité à cause des conflits à répétition et des guerres pendant plusieurs années. Et bien sûr, cette tragédie est causée par le fait que le Congo est très riche en ressources naturelles et diverses potentialités. Mais à cause de ces conflits à répétition et de cette instabilité, les peuples congolais n'en ont jamais bénéficié. J'aimerais encore féliciter le président Kikwete et les autres qui ont aidé à mettre en place un cadre de paix. Les Africains en général et Congolais en particulier exhortent les décideurs de la Trump d'Obama de s'impliquer personnellement pour assurer la paix dans le Grand Lac, gage de tout développement, comme l'avait prédit Frantz Fanon. Les images gracieusement prêtées par notre confrère Salé Mwana Milongo. Vous le savez, depuis ce lundi, les gouverneurs élus de la province de l'Équateur, Koya Gallo, a été enfin confirmé par ordonnance présidentielle, mais un peu après son élection, notre équipe des reportages l'avait rencontré. Question d'élaborer avec lui les perspectives sur sa gestion de la province de l'Équateur. James Katambwa. Élu récemment gouverneur de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Koya Gallo séjourne dans la capitale, attendant que le processus constitutionnel suive son cours normal. Non, je suis à Kinshasa parce que il faut que l'arrêt de la Cour d'appel pour valider le résultat des élections soit rendu public. Et je crois que ça sera fait aujourd'hui. Et puis ensuite, il faut une ordonnance, conformément à la Constitution, une ordonnance du chef de l'État pour investir le gouverneur élu. Justement, le chef de l'État vient de signer cette ordonnance qui donne tous les pouvoirs au nouveau gouverneur de l'Équateur. Koyagallo Mbassé Tegerembo, qui a du pain sur la planche, a déjà sa petite idée sur ses priorités. Je considère que l'état des infrastructures routières constitue une priorité. L'état dans lequel se trouvent les hôpitaux et les infrastructures scolaires sont parmi les priorités urgentes. Et l'énergie, pour rien que la ville de Mbandaka, sans compter les autres chefs-lieux de district. Dans les heures ou jours qui suivent, Louis-Alphonse Koya Gallo devra se présenter à l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour la phase ultime de son investiture. Nous vous l'annoncions hier, la phase de l'identification des policiers a commencé. La cérémonie officielle, la remise des cartes a eu lieu hier au quartier général de la police en présence du ministre de l'Intérieur, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC et bien sûr sous la supervision du commissaire général de la police, Charles Bisengimana Mamitambu, Georges Kabongo. Au commissariat général de la police nationale congolaise ce lundi 8 juillet, une cérémonie de grande envergure qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la PNC. C'est la remise de cartes de service infalsifiables aux policiers. Le commissaire général de la police, Charles Bisengimana, a été le premier à être servi. L'opération de remise de cartes aux policiers est la suite logique de l'opération collecte des données qui s'est déroulée du 30 novembre 2010
au 8 octobre 2011 sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a rassuré que cet acte vise à améliorer la gouvernance, première priorité du gouvernement. Que la production et la personnalisation des cartes de service infalsifiables avec puces électroniques incorporées, mises à la disposition de nos policiers, est une étape importante, voire historique, dans cette dynamique de la réforme, étant donné qu'il accélère les processus de modernisation de notre police. L'impression de ces documents de travail est le fruit de la coopération RDC-Union européenne. La police nationale congolaise, avec les informations récoltées, pourra établir une politique nouvelle, des procédures nouvelles, et notamment une gestion moderne en termes de recrutement des policiers, de formation, du paiement de leur salaire, de leur avancement de carrière et de leur mise à la retraite. La nouvelle phase de collecte de données pour les policiers retardataires se fera prochainement en province. Le même lundi, le colonel Tchandende Nzun Leberi, président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, a rendu au ministre de la Santé, le docteur Félix Kabange, le compte rendu de la commission chargée d'inspecter les industries pharmaceutiques. Plus de détails dans ce reportage de Patricia Bassois. Cette commission, composée de 12 membres, avait pour but d'évaluer auprès des laboratoires pharmaceutiques non seulement le respect des normes de fabrication de médicaments, mais aussi les résultats de l'application de l'arrêté ministériel portant renouvellement de la suspension des importations de certains médicaments en vue d'éclairer la décision. Les conditions dans lesquelles ils produisent les médicaments ne sont pas les conditions requises et c'est normal qu'on dise que ce sont des médicaments de mauvaise qualité. La population doit retenir que le ministre a fait son travail en les protégeant contre les médicaments de qualité douteuse et devrait encourager le ministre à continuer ce travail, notamment dans les dépôts pirates et les pharmacies pirates. Les normes de fabrication de médicaments n'étant pas observées par les industries pharmaceutiques œuvrant dans la capitale. Ayant reçu le rapport de la commission, le docteur Félix Kabange, qui a reconnu que l'industrie pharmaceutique a régressé, promet de prendre des décisions en faveur de la population. Par contre, celle-ci doit retenir que le ministre de la Santé publique a fait son travail en la protégeant contre les médicaments de qualité douteuse. Par conséquent, il lui revient d'être vigilant face à ceux qui vont en l'encontre des décisions du gouvernement. Eh bien, une banque humanitaire, c'est pour très bientôt en République démocratique du Congo. C'est une promesse ferme du Liban qui veut apporter son soutien à la République démocratique du Congo. Commentaire Sylvain Kapombo. Pour célébrer l'élévation du gouverneur des Deka et du Moriban en République du Liban, Antoine Sleiman au rang d'ambassadeur universel pour la paix par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents KILPAD, un dîner lui a été offert par ses compatriotes. Occasion pour le président international pour les actions humanitaires Gassane Laklala de remercier le chef de l'État Joseph Kabila pour avoir accepté la présence du peuple libanais en RDC. À cette même occasion, a réaffirmé son engagement à soutenir la RDC dans le redressement de la situation sociale et économique, précisément la mise en place de la banque humanitaire. Mes remerciements à Monsieur le Président de la République libanaise, le général Michel Sleiman, pour sa visite effectuée récemment à un nombre de pays africains afin de s'assurer le bien-être des Libanais résidents dans ces pays. Je voudrais ici, dans ce contexte, adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, pour avoir bien reçu et soutien les ressortissants libanais et pour leur avoir assuré la sécurité et la liberté. Il faudrait retenir que le KILPAD, dans sa quête de la paix dans le monde, venait d'effectuer une tournée qui l'a conduit en Europe et au Moyen-Orient pour venir en aide aux Congolais démunis. Il compte mettre en place une banque humanitaire
en RDC. Eh bien, on va parler sport. Les léopards des catégories juniors et seniors de la République démocratique du Congo dans la natation se préparent au cercle français et à l'amicale sportive par rapport aux séances d'entraînement marathon. Ils se préparent pour prendre part au championnat du monde et d'autres rencontres de la spécialité. Ndaye Ilamwechi et Rigo Molopo pour le reportage. Du 19 juillet au 5 août 2013 prochain, les léopards dans la catégorie des seniors et juniors de la natation prendront part au championnat mondial de la spécialité à Barcelone en Espagne. Le comité fédéral, les staffs techniques et les athlètes de l'équipe nationale s'entraînent d'arrache-pied au cercle français en vue de bien défendre l'image de la RD Congo aux compétitions de la Fédération internationale de natation. Ils sont ici, je crois, ça fait presque 6 mois qu'ils sont en train de les équiper. On n'a rien presque dans notre poche, nous sommes là. On se prépare effectivement. D'abord sur le plan national, nous avons projeté au mois d'octobre un tournoi, première édition interscolaire de natation pour les juniors. Mais sur le plan international, nous sommes en face du 15e championnat du monde de Barcelone qui va se tenir au cours de ce mois. Et après ce championnat, la Fédération internationale, la FINA, nous a recommandé à ce que nous puissions participer obligatoirement. Chaque fédération du monde affiliée à elle doit participer à la Coupe de série de natation juste après le championnat de Barcelone. Faute d'absence, si une fédération ne se présente pas, il sera exclu sur l'échiquier international. La FENEDEREC compte participer aux différentes épreuves de nage à travers le monde. Aux décideurs donc de voler à leur secours. Sport de combat, eh bien, le séminaire de Jiu-Jitsu et self-défense des mises à niveau qui a eu lieu au club Jiu-Jitsu Bibende Hong Kong de Lemba, des maîtres Hugues Moussangilai a été clôturé par la remise des brevets à une trentaine d'athlètes qui ont participé. La cérémonie s'est clôturée dimanche 7 juillet. Reportage de Patrick Borel-Mukendi. Après sa participation au grand séminaire des sensei organisé par la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu, le professeur Ems en a profité pour organiser 3 jours de séances au Jiu-Jitsu Club Bibende de Lemba de maître Hugues Moussangilai. Ces séances lui ont permis d'inculquer aux jeunes Jiu-Jitsuka le fondamentaux de la discipline. Avant de bien comprendre un sport, il faut commencer par la théorie pour bien entamer la partie pratique. Nous avons privilégié d'abord le renforcement des capacités sportives des athlètes pour qu'ils apprennent les fondamentaux des arts martiaux en général et surtout les jiu-jitsu en particulier. Notre joie, c'est qu'aujourd'hui, nos athlètes peuvent vous expliquer certains fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'on doit saluer les tatamis et le bâche avant d'entrer? Pourquoi est-ce qu'on doit être dans un dojo? Pourquoi est-ce qu'on doit être dans les kimonos? Quelles sont les valeurs et les principes sacrés de cet art martial? Nous sommes plus que ravis parce qu'au moins aujourd'hui, ils ont compris la quintessence même de cet art martial. On a parlé sur les entraînements individuels, puisque tous ces enfants ici, quand ils viennent apprendre, en rentrant à la maison, ils vont croiser les gens. Or, ils doivent se rassembler peut-être à 4 ou à 5 personnes pour travailler ce qu'on avait appris au dojo. Ce qu'on n'avait pas eu le temps de perfectionner, on peut le perfectionner ensemble, en travaillant ensemble à la maison. Le professeur Ems a terminé le partage de son expérience de Jiu-Jitsu en apprenant à chaque participant la technique de fermeture de leur kimono en 30 secondes. Ces techniques ont été suivies par la remise des brevets aux athlètes participants à ces séminaires des remises à niveau. Sachez qu'à ces heures perdues, maître Hugues Moussangilai dit Moki Langando est aussi caméraman antenne. Hein? Ben voilà. Nous allons maintenant lire la presse parue ce mardi à Kinshasa dans une sélection et commentaires de Polydor Ngaziami. La fibre optique est désormais une réalité en République démocratique du Congo. Rapporté à plusieurs reprises, écrit le Télégramme du Congo, paru ce mardi 9 juillet. La cérémonie de son lancement s'est déroulée lundi 8 juillet à Mwanda dans le Bas-Congo.
Elle est désormais opérationnelle, affiche l'hebdomadaire, et elle vient concrétiser une des promesses de campagne de Kabila, qui a d'ailleurs coupé le ruban symbolique devant les membres du gouvernement, le corps diplomatique et plusieurs autres personnalités pour l'inaugurer. Au sujet de sa gestion, indique La Prospérité, le ministre congolais des Postes, Télécommunications et NTIC, Trifon Kinkemulumba, a rassuré que le gouvernement va collaborer avec la Société congolaise des Postes et Télécommunications, SCPT, pour mettre en place un mécanisme qui puisse être bénéfique tant au peuple qu'aux autres opérateurs des télécommunications. Inauguration de la station d'atterrage de la fibre optique à Mwanda par le président de la République, réception hier à Kinshasa par le gouverneur de la ville, André Kimbuta, de 60 nouveaux bus de marque Photon, dont 10 grands de 80 places et 50 mini de 20 places assises, annonce la référence plus. Ce lot de 60 bus vient s'ajouter au premier lot de 10 minibus présentés dernièrement et porte leur nombre à 70. Objectif, soulager les Quinois en matière de transport en commun. Le prix de la course est fixé à 500 francs congolais, quel que soit le trajet. À en croire le premier citoyen de la ville de Kinshasa, écrit le quotidien, leur gestion sera confiée aux fournisseurs, sinon iTrading, qui s'emploie à protéger la marque. Autre dossier abordé par les parutions de ce 9 juillet, c'est les promotions et mises à la retraite au sein des FARDC qu'évoquent les dépêches de Brazzaville. Le chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême des dites forces, note le journal, a concrétisé dimanche dernier le processus de leur rajeunissement amorcé depuis le mois d'août à travers une série d'ordonnances. De nombreux militaires et policiers en âge avancé ont été retraités et d'autres promus en grade, dont certains à titre posthume. Cette démarche rentre dans le cadre de la réforme de l'armée, fait savoir le confrère. Et pour le ministre de la Défense, il est question d'adapter le fonctionnement des FARDC aux normes dans les armées modernes. Il s'agit, a-t-il ajouté, d'un processus qui va se poursuivre pour qu'à terme, le pays se dote d'une armée véritablement aguerrie et dissuasive. Le rajeunissement des FARDC a donc commencé, peut-on lire à la une du journal Le Guide. Pour le vice-premier ministre et ministre de la Défense Alexandre Louba, note-t-il, ce rajeunissement a pour objectif l'accélération de la réforme du secteur de la défense et de la sécurité, comme l'a recommandé le président américain Barack Obama lors de son récent séjour en Tanzanie. La situation de l'Est de la RDC sera débattue au cours du sommet européen de décembre. L'assurance a été donnée par la Belgique par le biais de son ministre de la Coopération au développement, Jean-Pascal Labi, lors de sa mission de service à Bukavu. Pour lui, écrit La Relance, il est grand temps de trouver une solution au problème qui se passe à l'est de la RDC. Il est grand temps de trouver une solution au problème qui se pose à l'est de la RDC. Son ministère et celui des Affaires étrangères travaillent quant à ce. J'ai demandé que le point soit explicitement inscrit à l'ordre du jour du sommet européen de décembre, a-t-il déclaré. Enfin, Alerte Plus publie la liste des opposants politiques qui ont dit non aux concertations de Kabila. Sur cette liste se retrouvent notamment les noms d'Étienne Tshisekedi, le cardinal Laurent Monsengo, l'apôtre Thierry Bongo, Olen Nkoy, Thomas Loaka, Germain Kambinga, Lucien Boussa, Fidel Babala, Emery Okunji, Martin Fayoulou, Matanda Mamboyo, François Lumumba et Albert Moleka. Voilà tout pour la synthèse de journaux de ce mardi. Prochain rendez-vous, c'est pour demain, à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. À moins qu'on se trompe, le cardinal Monsengo n'est pas encore de l'opposition, il est bien, bel et bien de l'Église catholique. Voilà, merci au nom de Patricia Amoli, chef d'édition, l'attention que vous nous avez accordée. Bonne soirée en compagnie de Antenne A, la chaîne de référence. Bonsoir.